il y en aura pour tout le monde, mais pas forcément tout de suite. À Grenoble, comme un peu partout en France, les automobilistes se pressent dans les stations-service pour remplir leurs réservoirs, alors que le mouvement social dans les raffineries a été reconduit. Soutenu par le réseau Éducation sans frontières et d'autres associations, un collectif de parents de l'école Malherbe à Grenoble a décidé lundi soir de mettre à l'abri 3 familles d'enfants scolarisés en grande précarité, de leur permettre de passer les prochaines nuits dans l'école, faute de domicile fixe. Et puis il ne faut jamais désespérer. Dont un bon début en salle mercredi, Chabi et Agnès Molia retracent une année au lycée Guimard de Grenoble avec des élèves en grand décrochage scolaire, embarqués dans un dispositif unique en France, grâce notamment à leur CPE. Chabi Molia sera l'invité du JT juste avant l'avant-première au club. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 11 octobre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'essence précède-t-elle l'existence? À voir les files d'attente devant les stations-service, on pourrait se poser la question. Dans une moindre mesure par rapport à d'autres territoires français, l'agglomération grenobloise n'est pas épargnée par la pénurie et les difficultés d'approvisionnement dues au mouvement social dans les raffineries Esso, ExxonMobil et Total Énergie. Cette dernière a engrangé 10,6 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre 2022. Les syndicats demandent une augmentation de 10% sur les salaires pour cette année. J'ai regardé les infos ce matin, effectivement j'ai vu que c'était un petit peu compliqué, donc je viens faire le plein. Ah, c'est la galère pour tout le monde, hein. Franchement, moi je suis à sec là, j'ai fait le tour des pompes et c'est compliqué. La semaine prochaine ce sera pareil, hein, je pense, voire pire. Donc oui, c'est inquiétant. Ouais. C'est une catastrophe. Il faudrait que ça s'arrête, parce qu'on est obligé de consommer de l'essence pour aller en chercher. C'est la 4e station que je fais pour essayer de prendre un peu de carburant. Je suis pratiquement en réserve. C'est désastreux. Moi, je suis infirmière libérale, donc j'ai besoin de ma voiture pour travailler. Là, je suis sur la réserve, donc j'ai appelé beaucoup de stations parce que je ne pouvais pas ne pas travailler, donc ça a été compliqué. Donc je suis ravie de pouvoir prendre de l'essence aujourd'hui. Je dois aller garder mes petits-enfants et ça m'inquiète un petit peu parce que ça va me perturber un petit peu, quoi. Enfin, ça va nous... Puis en plus, j'habite à la campagne, il n'y a pas de car, il n'y a rien pour descendre. Bon, il y a les courses à faire et tout, c'est un peu compliqué, voilà. Je peux me servir des transports en commun, mais là, aujourd'hui, il faut que je prenne de l'essence. J'ai plus que 2 bars sur ma jauge et donc, voilà, c'est pénible. Je viens d'écouter les informations, la grève est reconduite. Bon, je ne sais pas trop comment ça va faire. Je sais pas trop. Les raffineries et les camionneurs, s'ils veulent bloquer la France, ils peuvent la bloquer en l'espace de 15 jours. Quoi. Les salariés des raffineries ont droit à des augmentations, vu les bénéfices que font les grosses plateformes Total, Shell, Esso et tout ça. Donc c'est normal qu'ils aient une petite part du gâteau, tout simplement. Et pour faire face au stockage de précaution et à la surconsommation, le préfet de l'Isère a décidé d'interdire la vente et l'achat de carburant dans des récipients transportables manuellement. Une mesure qui a pris effet ce mardi à 7h et doit durer jusqu'au 21 octobre inclus. Ne plus dormir dehors avant d'aller à l'école. Des parents d'élèves de l'école Malherbe à Grenoble veulent alerter les pouvoirs publics sur la situation très précaire de 3 familles, dont certains enfants sont scolarisés avec les leurs. Pour cela, ils ont décidé lundi de les installer avec des tapis de gym et des duvets sous le préau. Chaque matin à 6h, tout est rangé avant d'être réinstallé en début de soirée. Charlotte Faulkner. À l'heure où les enfants quittent l'école Malherbe pour rentrer chez eux, certains font le chemin inverse. 3 familles venant d'Albanie et d'Angola vont passer la nuit dans l'établissement scolaire. Des familles qui n'ont pas de toit et qui dorment dans la rue avec leurs enfants. Face à cette situation, un collectif de parents d'élèves, en lien avec le réseau d'Éducation sans frontières, a décidé de leur venir en aide en les installant dans l'école. Il y a 2 familles qui viennent d'Albanie, qui ont été déboutées du droit d'asile, mais qui ne peuvent pas repartir dans leur pays parce qu'elles ont des menaces de mort. Donc elles préfèrent être à la rue en France. Elles se sentent plus en sécurité qu'être dans leur pays. Il y en a une qui avait trouvé un peu des solutions, mais qui là n'a plus de solution. Et puis une autre qui dort dans le parc de l'Alliance depuis plusieurs semaines. C'est une situation qui n'est pas normale et révoltante, et du coup on a envie de les mettre à l'abri et voilà. Sur les 400 élèves de l'école primaire Malherbe, 5 enfants vivent donc dans la rue. Une situation intenable pour les familles qui met en danger la santé de leurs enfants. C'est très fort avec les enfants et les enfants ils sont malades tous les deux, ils toussent beaucoup.
Je laisse un médecin, le médecin il me donne les sirops pour tout ça. C'est bien pour nous qu'on a l'aide un petit peu. Merci pour tout. J'espère qu'on a trouvé une place pour dormir avec mon enfant et mon mari. Pour Katia, seule avec ses 2 enfants, cette solution était inespérée après avoir appelé le 115 à de nombreuses reprises sans succès. On dort dans la rue. Nous n'avons pas encore d'endroit. J'appelle depuis 2 mois le 115 et à chaque fois, ils me disent que je dois attendre. Pour le moment, ils n'ont pas de place. L'un de mes enfants a des réactions allergiques quand nous dormons dans le parc. Il a des inflammations sur le visage. Dormir dans les rues, c'est trop dangereux pour moi et mes enfants. Une trentaine de parents composent le collectif qui a prévenu, tant qu'une solution d'hébergement n'aura pas été trouvée pour ces familles, celles-ci continueront de dormir à l'école. Certains membres du collectif se disent même prêts à participer au loyer des familles afin de les mettre à l'abri pour cet hiver. Une situation loin d'être unique. Droit au logement 38 qui dénonce l'accélération des expulsions à l'approche de la trêve hivernale. Organisé un rassemblement ce mardi matin à l'arrêt de tram Arlequin pour soutenir une famille menacée d'expulsion par la préfecture. Comment permettre aux décrocheurs de raccrocher? Au lycée Guilmer à Grenoble, il existe un dispositif unique en France baptisé Starter. Depuis 10 ans, ce sont 141 élèves qui ont été accompagnés, 93,3% sortant en formation professionnelle. Chabi Molia, bonsoir. Bonsoir. Pendant une année, vous avez suivi avec la co-réalisatrice Agnès Molia une classe et leurs enseignants. À l'arrivée, un film, Un bon début, qui sortira mercredi en salle. L'avant-première, c'est ce mardi soir au cinéma Le Club, avec, j'imagine, toute l'équipe. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce programme et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un film? J'en ai eu connaissance dans des circonstances très tristes. C'était à l'enterrement de Mathieu Giroux, un Grenoblois que peut-être certains de vos téléspectateurs connaissent, puisqu'il est mort au Bataclan. Et l'un de ses meilleurs amis, Antoine, a partagé avec Mathieu une forme de persévérance et d'humilité dans le travail d'enseignant. Donc j'ai d'abord aimé rencontrer Antoine, qui me rappelait cet ami. Et puis Antoine me racontait en fait ce qu'il faisait dans ce dispositif. Et si vous voulez, ce qui me frappait, c'est que je trouvais ça invraisemblable. C'est-à-dire, j'habite à Paris, c'est à 3 heures de chez moi, et on a beau savoir que ça existe des adolescents en très grande difficulté, des gens qui vivent en foyer, loin de leurs parents, etc. C'est une chose d'en entendre parler comme ça, et puis c'en est une autre de les voir. Et le documentaire, c'est ça, c'est l'expérience sensible, concrète de vie particulière. Et c'est ça qu'on a eu envie de filmer en se disant, c'est à la fois très proche de nous et très loin. Parce que ces jeunes, ils ont entre 14 et 16 ans, ils auraient l'âge d'être en 3e. Alors, et puis, ils ont décroché, ils arrivent là par le biais parfois de la justice dans cette classe. Ils arrivent là souvent plutôt par le biais de principaux de collège ou d'éducateurs qui ont entendu parler de cette classe qui existe depuis maintenant 10 ans et qui a des résultats assez extraordinaires, il faut bien le dire. C'est pas une dernière chance, mais c'est vrai que 13-14 ans, c'est un des derniers moments où l'école est obligatoire. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une forme d'urgence à se dire, finalement, ils ont une réputation d'irrécupérable. On peut les regarder comme ça. Ils ont souvent été regardés comme des problèmes, des obstacles, des parasites. Et on peut peut-être les regarder comme des promesses, comme des gens qui sont capables de changer le parcours de leur vie. C'est comme ça qu'ils sont regardés dans ce dispositif. Et on va suivre pendant 1 an leur trajectoire et voir que pour la plupart, effectivement, il y a de grandes choses à espérer. Alors on va les regarder tout de suite. On va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Tu t'es énervé avec des profs? Ouais. Ça, c'est le 2e conseil de discipline. Ok. Je voulais plus écrire. Tu voulais plus écrire du tout? Ouais. Oui, mais tu t'es enfui de l'école. Une fois, je l'ai fait. C'était une fois de trop pour elle. Toi, tu t'engages, mais moi aussi, je m'engage. Je m'engage pour t'accompagner pendant 1 an. Et je te lâcherai pas. Ok? Il est 8h33. Ouais? Bah oui, on n'a pas vu l'heure en fait. Ça va, Tamara? Ça va, Mélinda? D'après vous, ça a été écrit quand, les fables de La Fontaine? Avant vous, déjà. Avant moi, ouais. Dans les années 70. Non. En 1670. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Pourquoi bœuf. on fait pas la cigale et la cigogne? Ta mère, on fait. Vas-y, fais pas ça. Comment je te le rends? Il a dit ça. Il a dit, je m'en fous de ma vie. Ouais. Est-ce que ça a été facile de filmer ces adolescents? Ils sont 15, il a fallu qu'ils vous fassent confiance?
Oui, mais c'était pas un exploit parce que quand vous filmez des adolescents qui ont de grandes difficultés dans l'existence et que vous filmez des enseignants qui ont des urgences à régler, en fait, vous avez affaire à des gens qui ont autre chose à faire que penser à la caméra. Donc nous, on est une manière de travailler avec ma sœur qui est assez impassible. On se met dans un coin, on bouge très peu la caméra. Et puis on accueille aussi les histoires, c'est-à-dire que sur ces 15 enfants, il y avait honnêtement 15 personnages de cinéma extraordinaires. Et le film s'est construit autour de 3 ou 4 d'entre eux qui étaient aussi ceux qui avaient peut-être le plus envie de nous accompagner et qu'on les accompagne. Alors, celui qui a envie, qui accompagne aussi, c'est donc Antoine Gentil. Il n'est pas seul dans l'équipe de Starter, il y a d'autres enseignants. Il croit dans ses élèves comme personne et surtout pas eux. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a d'autres que lui qui croient en eux. Il y a heureusement. Oui, mais eux-mêmes ne éducateurs. croient pas Mais voilà, en eux. c'est ça. Ce qui est très beau, je crois, c'est que eux n'ont, je crois, plus d'estime de soi. Ils ont, comme je vous le disais, toujours été regardés comme des problèmes. Quand un prof appelle chez eux, c'est toujours pour dire ça n'allait pas cette semaine. Et Antoine les regarde en se disant tout peut encore changer et vous avez de la valeur. Et ce qui est très beau, c'est que dans la première fois qu'il les rencontre, il leur dit « Moi, j'ai envie de travailler avec toi, tu m'intéresses ». Et ça, c'est magnifique parce que je crois qu'on leur a très peu dit ça. On leur a très peu dit qu'ils pouvaient être dignes d'intérêt. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais on sent que dans cette classe, c'est un refuge. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup, après cette année qui passe à Starter, continuent de revenir voir Antoine, donner des nouvelles, demander un petit coup de main, etc. On sent vraiment que c'est un point d'ancrage dans leur existence. Alors, vous avez filmé le lycée, vous avez filmé aussi plein d'autres moments, les stages, les moments dans la famille, y compris chez Antoine. Oui, en fait, on filme un dispositif où les choses se passent bien, mais pour comprendre ce que ce dispositif restaure, il faut forcément aller regarder le hors-champ de ce dispositif. Il faut le rendre visible. Donc, il faut aller voir ces élèves qui, pour certains, vivent en foyer, loin de leurs parents, ou bien qui vivent dans des familles où ça se passe pas bien, et puis les voir dans leurs activités d'adolescents, les voir faire l'expérience du monde du travail. Il faut voir tout ça pour comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Vous avez fait le choix aussi d'une bande-annonce, d'une voix off. On entend certains jeunes qui parlent. Est-ce que c'est eux qui ont écrit, ils ont choisi ce qu'ils voulaient dire? Oui, bien sûr. Oui. En fait, les adolescents en difficulté, il faut se rendre compte que ce sont des gens qui sont tout le temps parlés. On parle d'eux. Les adultes parlent d'eux, la justice parle d'eux, l'aide à l'enfance, les profs, etc. Et nous, on s'est dit, il faut qu'à un moment donné, on leur trouve un espace pour s'exprimer. Et c'est pas facile quand on est adolescent de parler. Donc, on a travaillé avec eux sur des questions qu'on leur a proposées. Il y avait des questions, ils n'avaient pas envie d'y répondre, d'autres, ils avaient envie. Et petit à petit, un texte a pris forme. Et ce texte fait entendre leur point de vue, leurs émois, leurs espoirs, leurs tristesses. Voilà, tout ça est présent dans le film. Ce qui est beau, c'est qu'on voit des visages fermés au début, puis une lumière à la fin, ils sourient, ils rigolent. Oui, parce que je crois que vous avez cité la statistique de la formation professionnelle. Bien sûr, c'est assez important, mais je crois que ce dispositif réussit, plus encore que l'intégration scolaire, parce que c'est honnêtement, après, ils ne vont pas tous y arriver, mais ce que ce dispositif répare, c'est vraiment le regard intérieur, le regard qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes, le regard qu'ils sentent qu'on peut porter sur eux. Et donc oui, il y a quelque chose qui, pour la plupart, s'épanouit. Voilà. Vous avez des nouvelles de certains d'entre eux? Bien sûr. Vous savez, c'est une vraie expérience forte de faire un documentaire. On se lie. Donc, on les suit et finalement, ils sont 2 ans plus tard un peu à l'endroit où on les a quittés. C'est-à-dire, il y en a, on les laisse à un endroit et puis ça a l'air d'aller très bien. Et donc, 2 ans plus tard, ça fonctionne bien. Il y en a pour qui c'est des hauts et des bas. Voilà. En tout cas, ils se sont dit que c'était possible. C'est ça. Et vraiment, ce qu'on revoit, moi, je trouve qu'ils ont gardé je trouve que ce dispositif les ancre, en fait, en eux-mêmes et leur donne une sorte de force intérieure. Et vraiment, ce qui me frappe quand je les vois, ceux pour qui ça marche, comme pour ceux qui galèrent encore, je trouve qu'ils ont quand même cette force qu'ils n'avaient pas forcément il y a 3 ans quand on les a rencontrés. En tout cas, le dispositif Starter continue et j'espère qu'on aura l'occasion de vous en reparler sur Télé Grenoble. Merci beaucoup, Chabi Molia. Merci à vous. Je rappelle que le film Un bon début sur ce dispositif Starter au lycée Guillemert à Grenoble sort mercredi en salle. Et
puis dans l'agenda également, un spectacle du mercredi après-midi pour le jeune public. La compagnie des Mangeurs d'étoiles sera sur la scène de l'Heure bleue de Saint-Martin-d'Hers avec Crayon de couleuvre. L'histoire de 5 enfants qui signent un pacte contre la marche du monde. Réunis au fond de la cour, ils ont entre 7 et 9 ans et guettent avec anxiété le cap des 11. Tout y passe. Identité, amour, inégalité, chômage ou extinction des dinosaures. Et puis, Si on parlait à 19h15, 20h15 et 23h15, Lucille Dailly recevra l'égyptologue Karine Madrigal pour parler de Jean-François Champollion, Nadège Courpérin, créatrice d'une appli pour les consommateurs de vrac, et puis le champion du monde de triathlon, Dorian Coninx. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.